Il y a les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. Bonjour à tous, deuxième épisode des Listes de la Nation, animé ce soir par Théo Bassompierre, votre serviteur. J'aurai comme invité ce soir Antoine Grosjean, qui avait animé la première émission et qui a donc changé de casquette ce soir. L'ami Cambo, qui était présent lors de la première émission, est également là ce soir, suivi du camarade Georges, notre monteur, notre homme de l'ombre. Et nous serons également accompagnés de Basile et Robin. Dans cette première partie d'émission, nous allons parler d'un sujet plus que d'actualité, les élections américaines. Comme vous le savez tous, Joe Biden a été élu nouveau président des États-Unis selon les médias systémiques et sous réserve évidemment de l'issue des recours judiciaires présentés par Donald Trump et des probables contestations. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Est-ce la fraude électorale du siècle? Antoine? Oui, d'abord, bonsoir à tous. Je suis heureux d'être avec vous ce soir. Heureux d'être ici en tant que chroniqueur. C'est un poste qui me sied parfaitement. Et donc, concernant l'élection supposée de Joe Biden, comme tu l'as bien dit, Théo, c'est pas officiel. C'est ce qu'ont dit les médias. Mais officiellement, Joe Biden n'est pas encore président des États-Unis, étant donné que Donald Trump a mené de nombreux recours. Ce qui est sûr, c'est que c'est révélateur d'un coup de force médiatique. Il y a un véritable coup de force médiatique qui a été mené aux États-Unis et qui a été relayé en France, étant donné qu'on voit sur les réseaux sociaux tous les médias français, que ça aille de BFM TV à LCI, reprendre en chœur la vulgate de CNN et du New York Times. Trump a été censuré. Trump qui est le président des États-Unis, je tiens à le dire, puisque même si Biden avait été élu, son mandat ne commencerait qu'en janvier 2021. Donc Trump est encore président des États-Unis et les médias se permettent de le censurer. Donc ça donne une idée un petit peu du poids qu'il se donne et des libertés qu'il se donne également. En revanche, moi je voudrais juste revenir sur un petit point, c'est quand même, et on en est victime actuellement puisqu'on en parle, c'est la perméabilité de la France des conjonctures américaines. Quoi qu'il arrive aux États-Unis, on vient en parler en France, alors que quelquefois, je pense qu'on mériterait à s'intéresser un petit peu plus au sort de la France et à moins s'intéresser aux États-Unis, qui sont quand même la cause de pas mal de déstabilisation dans le monde. Voilà, je pense qu'on est un petit peu trop américano-centré et on mériterait à se concentrer un petit peu plus sur le sort de la France. Oui, et puis l'élection de Joe Biden, moi je pense elle est anecdotique au final. Moi je le vois bien présider quelque temps, puis laisser sa place à sa colistière, à la vice-présidente donc, Kamala Harris, qui est une gauchiste évidemment, pro-immigration, pro-avortement, pro-transgenre, pour l'égalité homme-femme, pour le mariage entre homosexuels, bref, vous connaissez la musique. Comme procureure de district, elle a notamment initié un programme qui donnait la possibilité d'un non-lieu je cite, primo-délinquants. Donc on avait les primo-arrivants dans la novlangue gauchiste, maintenant on a les primo-délinquants. Donc pour des faits non accompagnés de violence s'ils terminent une formation professionnelle. D'accord, donc c'est vraiment super. Effectivement, comme tu l'as dit Théo, je me permets de reprendre la parole directement. C'est que Kamala Harris, en fait, est la gauchiste du gouvernement Biden. Biden est un sénile catholique, sûrement très naïf, qui a accompagné Obama durant son mandat. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est effectivement Kamala Harris, puisqu'elle représente la gauche indigéniste, la gauche antiraciste, la gauche décolonialiste, in fine la gauche qui déteste le blanc, la gauche qui déteste en fait la raison de vivre des États-Unis, c'est-à-dire que ce sont les blancs américains qui ont élevé les États-Unis. Et bien Kamala Harris veut déconstruire et veut éradiquer toute l'empreinte qu'ont eu les Européens et les Occidentaux dans son pays. Moi, je pense qu'effectivement, Kamala Harris va
va prendre le pouvoir sur Biden et que c'est pas du tout Biden qui va gouverner aux États-Unis, que c'est bien sûr tout le gang qui entoure Harris. Ça, c'est clair et net. Georges? Alors, pour en revenir un peu à Biden, tu disais, Antoine, déjà, il est sénile. Et moi, je remarque en fait qu'il a l'âge et le physique de faire à mort, personnellement. On le voit faire des lapsus, on le voit enchaîner aussi les gags, et surtout les moments d'égarement. On voit très bien que ce type, il mériterait d'être dans une maison de retraite, en fait. Et on voit surtout aussi les proportions qu'ont pris, enfin, ce qui semblerait être les fraudes dans de nombreux bureaux de vote aux États-Unis. On a assisté à des scènes, franchement, pour une dite démocratie, c'est hilarant. Par exemple, on peut aussi voir que, je sais pas si vous l'avez vu, mais dans le Michigan, quand on voit la courbe des votes du Michigan, d'ailleurs, ça fait beaucoup de tours du net. En fait, c'est digne d'une république bananière, quoi. Quand on voit le saut quantitatif de la courbe, Biden, le fameux Biden, a pris 200 000 voix, alors que Trump en a pris zéro. Dans l'intervalle d'une mise à jour au niveau des votes, on voit clairement que la démocratie américaine, elle est à bout de souffle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aimerais revenir à ça. Ça me renforce dans mon idée que la démocratie, c'est à l'heure. Et je pense qu'on devrait carrément tout de suite la remettre en cause. Et moi, j'en appelle tous les souverainistes, tous les patriotes sincères, à abandonner le de la démocratie. Cambo? Oui, je vais essayer de rebondir un peu. Je suis assez d'accord avec ce que dit Georges sur l'élection. En fait, moi, je vais faire un parallèle plus global. Alors, Trump, Biden, moi, j'ai pas forcément de favori, mais on assiste à un phénomène qui est à peu près le miroir de ce qui s'était passé en 2016, mais de l'autre côté. C'est-à-dire que là, au lieu d'avoir une élection où on a un nombre de grands électeurs qui choisissent un peu à la surprise Trump du fait de résultats qu'on n'avait pas forcément attendus. Là, on obtient des résultats hyper serrés dans tous les États avec Biden qui se fait élire. Biden, de son vrai nom, Joseph Robinette Biden. Et là où je voulais rebondir là-dessus, c'est que pour moi, ça montre, à mon avis, quelque chose qui est prégnant, qui est peu importe le modèle de démocratie qu'on veut mettre en place, que ce soit une démocratie directe, indirecte, ultra directe, ou au contraire une démocratie purement parlementaire, on n'y arrivera pas puisque peu importe le type de scrutin qu'on met en jeu, on aura forcément des malversations, de la corruption, des comptages de voix truqués, on fait voter les morts. Et ça, malheureusement, c'est pas forcément ni aux États-Unis, ni à la France, ni à n'importe quel pays qu'on le doit, c'est tout simplement au système en soi. À partir du moment où on compte les voix pour déterminer qui dirige, forcément, il y a des malversations. Donc moi, c'est pas forcément une grosse déception pour moi de voir Biden élu, puisqu'on sait tous que d'ici quelques mois, il risque de se faire remplacer, certains diraient par Madame Harris. Pour moi, c'est simplement, encore une fois, un constat. On aura beau retourner l'équation dans tous les sens, on n'arrivera toujours pas à trouver un moyen d'avoir une élection démocratique qui fasse le consensus. Donc pour moi, c'est juste simplement une sorte de haussement d'épaule. Pas satisfait, pas insatisfait, j'ai juste envie de dire, on reprend les mêmes et on recommence et on verra de quoi sera fait dans 4 ans. Merci Cambo. Robin? Alors moi, je vais rebondir sur ce que vient de dire Cambo pour parler d'un autre problème de la démocratie en général, c'est celui de la représentation. On vient de voir que donc les résultats étaient très serrés et donc par conséquent, il va y avoir ce que Tocqueville appelait la tyrannie de la majorité et forcément un camp va être marginalisé du jeu politique pendant 4 ans. Enfin, c'est ce qui va sûrement se passer aux États-Unis. Et quelles conséquences? À mon avis, il y aura forcément à nouveau une montée des violences. On a vu ce qui s'est passé les mois précédents avec les épisodes de Black Lives Matter. Certains parlent peut-être d'une deuxième guerre de sécession aux États-Unis. J'en suis pas sûr. Ce qui est certain, c'est qu'on va assister à une Amérique qui va se diviser encore plus profondément et qui va peut-être finir justement par éclater tout simplement. Donc pour ma part, je vais rebondir sur ce que disait Georges par rapport à la démocratie. Je pense pas que ce soit la démocratie qui soit vraiment en jeu. La démocratie, on peut l'avoir même peu importe le type de schéma politique dans lequel on est.
là, on est plus face au fait de la République, du vote au sens large et de la perméabilité des lobbies dans les systèmes de vote. C'est vraiment ça plutôt le problème et qui est vraiment mis en avant. Quand on a des chaînes d'ampleur nationale, voire internationale pour certaines, aux États-Unis qui vont censurer leur propre président, sans aucun souci, sans aucune difficulté et sans aucune répercussion, on peut se dire qu'il y a vraiment un problème. Alors d'une certaine manière, ça montre aussi le fait que les médias sont indépendants, mais d'une autre manière, ça montre qu'elles sont, si elles sont pas aux mains du pouvoir, elles sont forcément aux mains de quelqu'un d'autre, et souvent contre les intérêts du peuple. Tout ça pour dire au final, messieurs, que ceci ne nous présage rien de bon pour la suite. Nous allons donc passer à notre deuxième sujet, retour en France maintenant. Lors de notre première émission, nous avons parlé du Covid et du confinement. Et bien pour ce deuxième épisode, nous parlerons du reconfinement. Et oui, on ne change pas une équipe qui perd. Messieurs, qui veut prendre la parole en premier sur ce sujet? Cambo? Alors, moi, je vais surtout revenir sur un événement qui s'est passé assez récemment, il y a quelques jours, avec le vote, le reprolongement de l'état d'urgence. Un certain nombre d'hommes politiques, je peux penser à Nicolas Dupont-Aignan, se sont fait l'écho assez choqués et assez en colère sur leurs différents moyens de communication. C'est pas anodin, l'état d'urgence sanitaire, qui d'ailleurs couplé avec l'alerte attentat maximale, puisqu'on voit un certain nombre de militaires déployés un peu partout. Et pour moi, c'est pas anodin, puisque ça permet en fait de montrer vraiment peut-être la stratégie de ceux qui nous gouvernent, à savoir permettre, grâce à l'état d'urgence, qui a été voté en relatif catimini, on n'en a pas vraiment été mis au courant, on en a peu parlé dans la presse, et encore une fois, une grande partie des députés n'étaient pas forcément là pour le voter, que ce soit pour ou contre. Donc ça rebondit sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur la démocratie, le parlementarisme, etc. Et pour moi, c'est assez intéressant parce que ça nous permet de voir qu'il y a effectivement, à mon sens, une véritable volonté de passer un certain nombre de mesures un peu au forceps, comme ça a été le cas d'ailleurs depuis un certain nombre d'années. Et je finirai là-dessus, puisque je rappelle que dans la définition d'état d'urgence sanitaire, il y a notamment l'interdiction de reprise des cultes. Il y a une manifestation à Nantes ce matin qui a réuni à peu près 400 personnes pour justement protester contre la fermeture des églises et l'interdiction du culte. Et là, on se retrouve bien dans une dynamique en gros, ferme ta gueule et travaille, enfin télétravail quand tu peux, travaille de manière générale. Les rayons qui ne sont pas considérés comme de première nécessité sont fermés. Donc là, on est dans une sorte de big brotherisation de la vie et de la société. Et même jusque dans on va dire le cœur de la pratique religieuse, qui est censé être l'un des derniers refuges des libertés fondamentales, on se retrouve avec ce genre de mesures. Et je serais même pas étonné bientôt que on nous coupe une partie de nos approvisionnements, même par exemple Internet, au prétexte que voilà, ça permet pas assez de rentabiliser certains distributeurs comme on peut penser à des Netflix. Pour moi, voilà, j'attirais cette attention là-dessus, puisque c'est assez étonnant de voir que ça bouge relativement peu sur cette question de l'état d'urgence et que ça a été passé en catimini, alors que c'est quand même jusqu'en avril 2021 une partie non négligeable de notre avenir qui se joue sur les bancs de l'Assemblée, quoi. Robin? Alors oui, moi je pense que le reconfinement consiste en un véritable piège, voulu et orchestré évidemment, par le pouvoir, et un piège contre la société française. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est que, bon, premièrement, c'est une mesure brutale qui tue les liens sociaux, ça, je pense qu'on en a assez parlé, mais un autre problème est celui de la résolution de la crise. Vous savez que pour qu'une épidémie en vienne à son terme, il faut que, on parlait d'immunité collective, il faut qu'il y ait eu cette fameuse immunité, c'est-à-dire un minimum de 70% des personnes qui ont eu le virus pour développer une immunité. Et le problème qu'on a avec le confinement, c'est que donc voilà, la courbe augmente, puis d'un seul coup elle va baisser à cause de cette mesure brutale. Et le problème, c'est qu'on sera condamné justement lors du déconfinement à une nouvelle vague.
Ce qui fait qu'à chaque fois, on va devoir reconfiner. Et comme le gouvernement reconfine non pas sur le nombre de morts par jour, mais plutôt sur le nombre de cas, ce qui est parfaitement absurde, ou bien sur des chiffres de réanimation qui sont souvent biaisés, on va peut-être en reparler après, bah forcément, la crise se prolonge, pas la crise sanitaire, la crise politique se prolonge, et Macron, on parlait d'état d'urgence, garde des leviers politiques supplémentaires pendant un temps, ce qui met une fois de plus en péril la nation française. Bon, ça, on avait l'habitude avec la République, hein. Mais je pense que jamais dans l'histoire de notre pays, on en est arrivé à obliger des individus français à rester chez eux pour aussi peu et dans un but aussi perfide. Antoine, tu veux embrayer? Oui, effectivement. Alors, je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit juste avant par Robin et encore avant par Cambo. Et je voudrais en faire un petit peu le résumé parce que c'était le fond de mon propos. D'un côté, on a une intrusion de l'État inique et qui va jusque dans nos sphères privées. On parlait lors du premier confinement d'une réduction du débit YouTube parce que il y avait trop de connexions, parce que les gens regardaient des mauvais sites, des vidéos qui ne convenaient pas au gouvernement. Donc on nous enlève même jusqu'à ces libertés-là de regarder ce que l'on veut sur nos téléphones. On nous dit même de garder nos masques chez nous, quand on est avec nos enfants, avec nos parents. On a une intrusion de l'État jusque dans nos sphères privées, alors que l'État, justement, doit garantir cette liberté-là d'action dans nos sphères privées et de nous protéger de nos ennemis extérieurs. Il fait tout le contraire actuellement, puisqu'il importe des ennemis à l'intérieur de notre pays, et dans nos cercles familiaux, dans nos cercles communautaires, il vient s'immiscer et mettre le boxon. Donc ça, premièrement, c'est quelque chose qui ne me convient pas et que je critique fortement. Deuxièmement, Robin l'a un petit peu évoqué, c'est le confinement total. Le confinement total, c'est une solution qui existe. Ensuite, est-ce que c'est la meilleure? Moi, j'en suis pas convaincu du tout. Je suis pas un adepte de la comparaison avec nos amis européens. En revanche, ici, elle me semble être pertinente. Je sais qu'en Suède, on déconfine et que ça fonctionne. Pourquoi pas justement suivre leur chemin? Pourquoi pas faire confiance au professeur Raoult qui, comme l'a dit Monsieur Morandini, est mis au banc des accusés auprès de toutes les chaînes de médias, mais est le premier à recevoir des appels de ces mêmes journalistes qu'il avait critiqués quand ils tombent malades. Voilà. C'est tout pour moi. Je pense que le gouvernement est un gouvernement d'incapables qui, au lieu de mener des politiques de santé, mène des coups de communication et fait des coups médiatiques plus que de mener des vrais programmes sanitaires. Oui, incapable, je crois que c'est bien le mot. Basile? Pour ma part, en fait, effectivement, il y a des problèmes notamment de liberté individuelle. Il y a également comme l'a évoqué notre camarade Antoine, il y a des problèmes au niveau de la vie privée et de l'intrusion dans la vie privée, notamment technologique, mais également pour nos industries. Il faut savoir que la majorité des gens sont aujourd'hui, quand ils le peuvent, quand ils sont avec des métiers, soit on va dire pour certains inutiles, ou de services ou qui ne sont pas physiques, ces métiers-là se font en télétravail et ça pose énormément de problèmes de sécurité informatique. On a eu énormément de piratage pendant la première vague de confinement. La première inquiétude des sociétés aujourd'hui, qui sont fortement informatisées, c'est pas tellement comment faire travailler leur personnel, c'est très simple pour eux. C'est plutôt comment faire face à une nouvelle vague de confinement, une nouvelle vague de télétravail, sachant qu'on n'a pas eu le temps de mettre à jour cette sécurité et de prendre entièrement les conséquences en fait du premier confinement et des mesures de sécurité à prendre en relation avec tout ça. Donc on a en plus d'un risque sociétaire au niveau des libertés, on a aussi un risque énorme au niveau de nos industries qui ne sont pas préparées en termes de sécurité pour faire face à ça. Georges, tu voulais enchaîner? Alors oui, donc du coup, vous avez plutôt bien raisonné le problème du reconfinement. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'en fait, c'est la Team Rocket qui est de retour et elle va nous jouer un mauvais tour, encore une fois.
On se retrouve avec Véran dans le rôle de Miaous. Et par exemple, on a assisté mardi dernier, on a assisté à une petite, à un petit cafouillage, comme d'habitude. On lui demande sur une chaîne de télé si le confinement se passe bien, et il nous répond que non, en fait, ça se passe très mal, selon la préfecture de police de Paris. Et du coup, il pense, avec le gouvernement, mettre en place des mesures encore plus dures. Une heure plus tard, sur une chaîne de radio, il affirme surtout que le confinement marche parfaitement bien, selon les chiffres. Et aussi selon les chiffres récents de la RATP, où notifié en gros qu'il y avait beaucoup moins de fréquentation dans l'agglomération parisienne. Donc du coup, en fait, au gouvernement, nous avons des girouettes. C'est des girouettes. Et le lendemain, en fait, à l'Assemblée nationale, ce beau Miaous nous a fait son plus beau miaulement, donc sa petite crise de nerfs. Ce farfadet nous a fait sa crise de nerfs quand il a appris que les votes, enfin la veille, l'opposition avait voté la fin de l'état d'urgence sanitaire. Et donc du coup, ça ne lui plaît pas, et il nous a fait toute sa logorée sur le fait qu'il y avait des morts dans des services de réanimation dans un hôpital. Donc il faudrait peut-être apprendre à Monsieur Véran, qui est neurologue, que oui, dans des services de réanimation, toute l'année, tous les ans, on a des morts. Et on a des morts de 0 à 99 ans, en fait. Donc voilà, moi c'est ce que j'avais à dire, c'était mon petit coup de gueule. Le gouvernement d'incapables, ils nous refont toujours la même chose. Et ce qu'ils nous font à chaque fois, surtout, toujours, c'est leur principe de précaution, leur technicité qui nous rabâche en permanence. Et aussi, ils nous abreuvent de peur, en fait. Le peuple français vit sous la terreur. Voilà, j'en ai fini. Pour rebondir sur ce que avait dit Georges, sur la question de l'efficacité du confinement, il y a un exemple très simple. C'est que quand la comète de Halley était passée, c'était en 1910, je crois, en France, des villes avaient mis en place un confinement. Et on pourrait très bien dire, à la manière de nos politiciens qui disent oui, le confinement a été efficace, regardez le nombre de cas baisse, que oui, le confinement de la comète de Halley a été efficace puisque la comète est partie. Donc, on voit très bien notre piège de ce confinement, c'est que forcément, comme ça a été la seule solution envisagée et appliquée, on ne pourra pas savoir. Enfin, on peut juste émettre des théories quant à l'efficacité d'un confinement plus allégé, du confinement des malades, etc. Donc encore une vicissitude des décisions du pouvoir, comme on en a à une fréquence incroyable ces derniers mois. Et bien sûr, personne ne viendra mettre en cause ces mesures de confinement total, même pas Marine Le Pen. On est les seuls à protester, par exemple, comme les maires sont souvent des maires LFI, ou encore les seuls à avoir émis des recours à l'Assemblée nationale pour la réouverture des librairies, par exemple, sont des députés, une fois de plus, de la France Insoumise. Donc que fait Marine Le Pen ? On ne la voit pas. En même temps, cette union est parfaitement nulle en politique, et c'est pour ça qu'elle perdra à nouveau l'élection en 2022. Cambo, tu voulais rajouter quelque chose ? Alors effectivement, moi je voulais juste donner des petites nouvelles quand même de notre camarade Agnès Buzyn, puisqu'on l'avait quand même assez écorné sur notre premier numéro. Je pense que c'est quand même important de savoir ce qu'est devenu cette magnifique ancienne ministre de la Santé. Alors depuis voilà le fiasco de son maigre temps de ministre, donc elle a continué un peu sa vie politique et elle s'est retrouvée forcément donc en pleine campagne pour la mairie de Paris. Une autre mascarade où notamment elle s'est retrouvée dans l'incapacité de voter parce qu'elle avait plus sa carte d'identité chez elle. Enfin bref, on voit qu'elle est vraiment à fond sur tout ce qu'elle fait. Je trouve que la deuxième vague tombe à merveille pour elle, puisque je rappelle que fin octobre, ça s'est vu notamment, Le Monde en a fait un article. Elle a reçu donc la visite des autorités judiciaires pour des perquisitions, notamment chez elle, à son domicile, et puis aussi au domicile d'Édouard Philippe, Olivier Véran, Jérôme Salomon, et j'en passe. Et on s'aperçoit que bizarrement, je dis pas que la deuxième vague serait complètement
une tentative de diversion, mais on peut dire que ça tombe à pic puisque, et là encore une fois, Le Monde a fait un article au milieu du mois d'octobre pour en parler, puisqu'avec la crise sanitaire et le regain, on s'aperçoit qu'une grande partie des poursuites sont pas forcément abandonnées, mais mises en pause, et que voilà, Agnès Buzyn va pouvoir encore une fois profiter d'une impunité, je vais pas dire bien méritée, mais en tout cas qui aura été durement acquise. Et quand je vois certains députés de tous bords, hein, que ce soit le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, qui défend l'idée selon laquelle on doit d'abord lutter contre la deuxième vague et réserver la poursuite des instructions juridiques pour plus tard, et surtout quelqu'un comme Éric Coquerel de la France Insoumise qui lui trouve que il faudrait carrément les abandonner puisqu'il ne faut pas mener une judiciarisation de la vie politique. On a évoqué Joseph Robinette Biden qui parlait de moraliser la vie politique américaine. On s'aperçoit qu'on est encore très loin en France et que cette deuxième vague de confinement et cette deuxième vague de Covid tombe à pic pour faire oublier les déboires de la première, et notamment les responsabilités pénales qui pourraient être engagées contre notamment la clique Buzyn, Salomon et j'en passe. Oui, on nous dit de pas mettre tout le monde dans le même sac, mais pour les députés, on fera une exception. Robin, tu voulais ajouter un mot? Bah, comme disait Cambo, Buzyn, même Salomon font partie de cette clique, j'ai envie de dire, d'enfoirés politiques qui maltraitent la société depuis des décennies. Ni même ses prédécesseurs n'ont pas du tout investi dans l'hôpital public, qui est quand même la clé de cette crise, où par exemple on maltraite les professionnels, de moins en moins justement de personnel, où on perd 70 000 lits en 15 ans. Après, c'est quand même étonnant qu'on se pose des questions quant à la mauvaise gestion de cette crise. Un petit détail justement sur ces lits. Actuellement, on a 4400 personnes qui sont en réanimation, selon les chiffres officiels. Et par contre, on ne précise pas que sur ces mêmes personnes, quasiment la moitié n'y est pas pour cause Covid, parce que bien sûr, il y a de la réanimation pour des virus saisonniers type grippe. Tout ça, justement, permettant à Monsieur Salomon d'annoncer tous les soirs des chiffres toujours plus gros pour faire la terreur. Hein. Quand on voit là, ces derniers jours, des hypothèses qui viennent du gouvernement pour transporter des patients en Allemagne, mais quel état pour l'hôpital public français? Non seulement on baisse les lits, on gonfle les chiffres, mais au final on est obligé de tout balancer à l'Allemagne. C'est quand même, à mon avis, la chose la plus honteuse. Georges, tu voulais embrayer? Oui. Alors du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, Robin, moi je trouve, enfin, d'avis personnel, d'expérience, moi j'ai attrapé le Covid en fait il n'y a pas très longtemps, car ma maman travaille à l'hôpital et en fait, je vais me faire l'avocat du diable, hein, mais je pense que l'ingestion, enfin la mauvaise gestion dans les hôpitaux, elle n'est pas que le fait du gouvernement. Je pense clairement que les hôpitaux sont des bureaucraties, autant que le gouvernement. À ce niveau-là, je pense qu'ils ont bien fait leur boulot. Ma mère m'a raconté des situations où on leur disait un coup vous mettez pas de masque, un coup vous mettez un masque. On fait rentrer des patients atteints du Covid dans un service où la moyenne d'âge est de 90 ans. Au final, contagion de tout le service, donc je peux vous dire que ça a tiré des grosses cartouches. Et ensuite, en fait, elle a contaminé toute la famille. Donc voilà, ça c'est un peu la gestion des hôpitaux français. Et pour aussi rebondir sur ce que disait Robin juste avant, c'est vraiment le règne de la terreur. On nous disait, Macron, juste avant le confinement, nous disait que si la décision de prendre du confinement total n'était pas prise, on encourait 400 000 morts. Donc moi, je remets clairement en doute ces chiffres de 400 000 morts quand on voit le pourcentage de décès, en fait. Et on pourrait reparler aussi de tous les cas de pseudo-Covid, enfin des morts qu'on attribue au Covid, qui en fait ne sont pour la plupart, enfin qui sont pour beaucoup, qui ne sont pas des cas Covid. Parce que à savoir qu'en France, on ne fait pas de tests post-mortem de Covid. C'est-à-dire que quand on a des doutes, en fait c'est comme comment dire, les hôpitaux français, ça marche comme le tribunal de Nuremberg.
on n'a pas besoin de la preuve pour prouver qu'il a le Covid. Alors, à ceux qui pourraient croire que ce que vient de dire Georges, c'est ça, est un cas particulier, ça tombe bien parce que ma mère travaille aussi en hôpital et je confirme la même chose, c'est qu'elle m'avait rapporté que on décompte les morts du Covid, même s'ils ne sont pas forcément morts du Covid, c'est juste qu'ils l'avaient dans leur organisme. Le manque de communication est criant, on fait circuler des patients n'importe comment, sans masque. Et même sur la gestion du matériel, dans le service de ma mère, ils avaient reçu les masques FFP2 seulement à la fin du confinement. Et on leur avait dit, c'est pas grave, mettez des masques en papier, ce qui s'est révélé complètement quasiment inutile quand on connaît la circulation des virus en milieu médical. Donc oui, c'est vrai qu'on peut pointer du doigt l'administration médicale qui fait des ravages aussi dans tous les hôpitaux de France. Oui, complètement. Et je voudrais revenir sur les chiffres que vous avez donnés et qui sont effectivement totalement faux. De toute manière, ça ne m'étonne pas au regard de l'histoire. C'est pas la première fois qu'on nous aurait menti sur des chiffres officiels. Mais on nous a dit, par exemple, qu'on avait un malade toutes les 2 secondes. Il suffit pas il ne faut pas avoir fait une prépa scientifique pour se rendre compte de la fumisterie dans laquelle on nous embarque. Et je voudrais juste attirer votre attention sur une petite comparaison qui m'avait attiré l'œil. On nous fait croire qu'à l'Assemblée nationale a été voté, à la plus grande surprise de tous, le déconfinement au 14 décembre. Et dans le même temps, Eurodisney a apparemment ses informateurs, puisque ça fait 2 semaines qu'ils nous ont également affirmé, tenus au courant, qu'ils réouvraient le 14 décembre. Donc, j'en viens à me demander par qui sommes-nous gouvernés, pour quels intérêts, est-ce que le bien commun est le but de ce gouvernement? Je le mets en doute et j'en suis vraiment pas sûr. Alors, l'exemple de Disneyland, justement, moi, me fait penser à une autre situation, c'est celle du début du mois d'octobre. Vous vous souvenez tous que pendant un temps, le gouvernement avait remis en place un couvre-feu dans certains départements. Et bien sûr, cette décision n'a eu aucun effet. C'était juste un moyen de préparer les Français au reconfinement qui allait arriver. Et on a appris, il me semble que c'était par le biais de Christine Kelly, c'est bien ça son nom, il me semble, que justement les grandes entreprises type Fnac, Amazon étaient au courant d'un reconfinement depuis le début du mois d'octobre. Alors qu'on nous dise que justement le gouvernement ne se sert pas de cette crise pour exercer sa tyrannie, je trouve ça fort de café. Donc une fois de plus, on parlait de pour qui gouverne la République, c'est plus pour l'or que pour le peuple français. Pour le coup, je peux également intervenir là sur ce sujet en vous disant que c'est dans l'intérêt en fait des hôpitaux justement de ne pas pratiquer les tests post-mortem, notamment pour avoir gagné en financement. En fait, on a une très mauvaise gestion depuis plus de 10 ans des hôpitaux français, qui est un service public, mais qui est géré avec une optique privée. Donc chaque hôpital est indépendant à son propre budget, même s'il dépend de l'État. Le fait est que on a eu une baisse drastique des moyens donnés aux hôpitaux, et ça, la crise nous le montre également. Cela engendre un système un peu pervers où les personnes en fait vont être déclarées mortes du Covid, de sorte à gagner quelques euros qui permettent de créer des nouveaux lits, en tout cas de fonctionner normalement pour les hôpitaux. C'est quand même assez lamentable que dans un pays comme le nôtre, on soit obligé d'utiliser les morts pour pouvoir vivre correctement. C'est un espèce de cannibalisme de la part de la société. C'est assez effarant de voir ça. Cambo, tu veux ajouter un mot pour terminer? Oui, simplement pour souhaiter bon courage encore à tous les parasites de la société qui vont encore nous faire 50 000 vidéos Netflix, Combini, Brut, Vice, j'en passe et des meilleurs. Donc je pense aux travailleuses du sexe. Donc faut imaginer l'écriture inclusive dans ma voix. À tous les artistes, les punks à chiens, les joueurs de Diabolo, les cracheurs de feu,
les psychothérapeutes autodiagnostiqués qui vont encore nous rabâcher, demander à ce que l'État leur permette de continuer à nous parasiter. Je rappelle quand même, puisque je suis en plein dedans, que si jamais tous ces gens-là daignaient sortir de chez eux et voulaient se rendre utiles à la société, moyennant une autorisation professionnelle faite sur Internet, ils pourraient se rendre dans le champ le plus proche pour pouvoir porter la main à l'effort national et cultiver à loisir les blettes, les navets, les chicots. Donc je souhaite bon courage à tous nos amis qui nous écoutent ou qui nous écoutent pas, et je leur souhaite peut-être la bienvenue sur mon champ de pommes de terre, où là je fais aucune différence entre les sexes, les genres, les identités, les confessions, les couleurs de peau, etc., etc. Donc bon courage à tous. Et puis surtout, si vous sortez couverts. Merci Cambo. Après avoir creusé toujours un peu plus la tombe de la putain agonisante, nous allons faire une petite pause musicale et nous revenons juste après pour parler de la place de l'islam en France.
concanentes, Ave Maria. Fortissimus concanentes, Ave Maria. Cara facie che dicit audite carissimi, cara facie che dicit audite carissimi, en concipies Maria, Ave Maria. En concipies Maria, Ave Maria. Puntissimus concanentes, Ave Maria. Puntissimus concanentes, Ave Maria. Dernière partie de l'émission, nous allons parler de la question de l'islam en France, question pour le moins épineuse. Après la polémique du voile dans l'espace public, l'apprentissage de la langue arabe à l'école, 8 listes musulmanes en Île-de-France lors des dernières municipales, et plus de 300 morts en France des causes du terrorisme islamiste. Messieurs, je vous pose la question, faut-il un islam de France? Est-ce que c'est possible, souhaitable, ou bien est-ce que ce n'est tout simplement pas un faux débat? Qui veut prendre la parole? Antoine? Oui, avec plaisir, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Pour toutes les personnes qui peuvent me suivre sur Twitter, vous aurez pu le remarquer, mon Twitter, pour faire ma petite réclame, Antoine Grosjean. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, avant de poser cette question-là, il faut savoir ce qu'est l'islam. Et il y a une notion sur laquelle j'ai envie d'attirer votre attention, c'est le Dar al-Islam. Le Dar al-Islam, qu'est-ce que c'est? C'est la terre d'islam. Il y a une deuxième notion qui est reliée au Dar al-Islam, c'est la taqiyya. La taqiyya, qu'est-ce que c'est? C'est la dissimulation. Et ces deux notions mises ensemble amènent les musulmans d'un côté à se dissimuler, à avancer cachés, et de l'autre à vouloir coloniser la terre sur laquelle ils se trouvent pour la rendre terre islamique. Donc ensuite, la question qu'il se pose, c'est qu'est-ce que la France? Voulons-nous d'une France qui est colonisée? Voulons-nous d'une France qui est islamisée? Moi, je ne pense pas. La France est une nation, une patrie, comme le disait d'ailleurs le général de Gaulle, de race blanche, de tradition, de religion catholique et de tradition helléno-chrétienne. Et je terminerai cette petite partie par les mots très justes de mon maître à penser Charles Maurras à propos de l'ouverture de la première mosquée en France, la mosquée de Paris. Et il s'écriait « Qui colonise désormais? Qui est colonisé? Eux ou nous ?» Et je pense que vous avez la réponse. En fait, j'aimerais poser déjà la question, est-ce que l'islam est vraiment une religion? À titre personnel, je pense que non. L'islam n'est pas une religion, c'est un système politique. Théiste, certes, mais simplement un système politique et un petit peu social sur les us et coutumes de quelques bédouins perdus dans le désert, mais certainement pas une religion. C'est éminemment politique et donc non, on ne peut pas avoir un islam de France comme on a pu avoir un judaïsme de France, comme on peut avoir un certain christianisme sécularisé. On peut pas avoir un islam de France pour la simple et bonne raison que l'islam ne tolère que l'islam et ne se complaît que dans l'islam. Un musulman a pour devoir de vivre en terre musulmane et si ce n'est pas le cas, d'islamiser la terre dans laquelle il vit, que ce soit par la force ou par simplement le fait d'être quelqu'un de gentil, comme on peut voir dans les médias. Quelqu'un qui était gentil, qui va porter les courses des voisins, des choses comme ça, ça participe également à faire de l'islam, à être vu en fait sous un beau jour et donc à faire accepter l'islam sur une terre qui n'est pas musulmane. Donc, bien que mes camarades pourront confirmer, je suis quelqu'un de très tolérant et d'ouvert d'esprit, l'islam n'a pas sa place en Europe, ne l'aura jamais, et ne devrait pas être accepté même sous sa forme la plus gentillette, puisque c'est en fait un cheval de Troie, un virus qui est là pour nous infecter et rien d'autre. Alors moi je vais rebondir effectivement sur ce que dit notre camarade. Pour moi il faut reformuler les questions. Faut-il un islam de France ou peut-il y avoir un islam de France? Pour moi non évidemment, mais c'est pas forcément à mon avis ce qui est en jeu actuellement.
c'est plutôt est-ce que, peut-on avoir un islam républicain? Puisque jusqu'à l'heure actuelle, c'est évidemment pas la France qui gouverne notre pays, hein, c'est bien la République. Et je suis retombé en lisant quelques vieux journaux des années 30 sur les débats qui avaient eu lieu, pas que dans les années 30 d'ailleurs, sur d'autres communautés religieuses, que ce soit les protestants, les hébraïques et tout. Et l'analyse d'un certain nombre d'observateurs, c'était que on peut effectivement, dans le régime républicain, dissoudre des communautés. De toute façon, il suffit d'aller dans nos régions françaises pour voir à quel point la République a réussi de ce côté-là. Mais est-ce que l'islam pourra le faire? Je ne pense pas, puisque tout simplement la République n'est plus aussi forte dans sa propagande et dans son essence culturelle qu'elle n'aurait pu l'être il y a 2 siècles, lorsque les hussards de la République ont converti des centaines de milliers de jeunes paysans incultes, soi-disant aux vertus des droits de l'homme. Et donc, un islam de France, évidemment, la réponse est dans la question, puisque la France, par essence, est une nation chrétienne, je pourrais dire même catholique. Peut-il y avoir un islam républicain? Il peut y en avoir un dans un certain sens, mais ça sera un islam qui finira en fait par être un islam musulman. Et il suffit, je conclurai là-dessus, il suffit de regarder une vidéo qui tourne en boucle actuellement sur les réseaux, jusqu'à quelques jours. Je crois que c'était lors de la manif justement d'hommage à Samuel Paty, des élus qui chantent la Marseillaise, et à la fin de cette Marseillaise, un monsieur qui je pense n'est pas réellement fondamentalement un républicain fanatique, qui crie le fameux Allah Akbar, hein, donc, qui est le signe de ralliement et de paix partout dans le monde. Et ce Allah Akbar, comme en fin de chant, qui permet de dire ok, on vous a laissé chanter votre Marseillaise pendant un temps, mais c'est quand même l'islam qui termine à la fin, c'est l'islam qui s'impose, l'islam politique. Donc pour moi, ça sera l'image de ce chant, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être un islam républicain pendant quelques années, jusqu'au jour où finalement la République elle-même se dissoudra dans l'islam. Georges? Alors, pour reprendre un peu ce que tu disais, Cambo, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que je suis carrément contre l'islam de France. Parce qu'on voit un peu, au regard de l'histoire, si on se réfère un peu à notre maître Maurras, qui parlait d'empirisme, on peut regarder la communauté la plus récente auquel on a appliqué le principe républicain. On pourrait parler de la communauté juive qui, à l'époque, sous le consistoire, a ratifié ces livres saints. Et du coup, on voit un peu l'évolution un peu de cette communauté, où on voit en fait que, pour moi déjà, toute religion est politique. Je reviens un peu sur les propos de Basile. Pour moi, toute religion est politique, mais le problème, c'est que, en fait, l'islam est en dehors de notre bloc civilisationnel. Et du coup, comme le judaïsme à l'époque, sous Napoléon, sous l'Empire, on a très bien vu en fait que ça n'empêchait pas en fait le judaïsme politique de s'infiltrer dans les maillons de la République. Donc du coup, moi je pense que si on accepte un islam de France, je pense que ça va se passer, ça va bien se passer comme on dit, ça va bien se passer au début, et après ça va se finir en égorgement. Donc du coup, je pense que c'est une mauvaise idée. Je pense que l'islam a sa place en terre d'islam. Si islam il y a en France, je pense que sa place doit être en France, mais minoritaire. Et donc du coup, voilà, je pense qu'on va en rester là. Contrairement à l'ami Georges, je pense que là-dessus on va s'opposer un peu. Premièrement, non, la religion n'est pas forcément politique. Elle a une influence sur la politique, mais elle n'est pas politique en soi. Par contre, à mes yeux, l'islam n'a sa place nulle part, nulle part sur Terre, puisque, à titre personnel, je suis chrétien, et pour moi, le christianisme doit s'imposer petit à petit, par la foi, dans le monde entier. Donc l'islam, non, n'a pas sa place sur Terre, tout simplement. Par contre, comme le disait Cambo, effectivement, faut replacer le fait qu'on est dans un contexte républicain. Est-ce que l'islam peut être un islam républicain, plus que français, puisque ça ne veut rien dire un islam français comme même un christianisme français.
l'islam républicain peut-il exister? Possible. On arrive à tout faire avec la République. C'est bien pour ça que on n'en fait rien et que c'est un système politique qui est impotent. Pour autant, est-ce que c'est souhaitable? Absolument pas. Pour l'instant, on doit subir la République. Si on peut alléger un peu notre fardeau en enlevant certains problèmes et certains problèmes futurs, autant abandonner ces choses-là. Euh, Tout du reste, l'islam effectivement ne s'embarrassera pas, elle, de la République. Elle n'en a pas besoin. Contrairement au christianisme, et dans une certaine mesure, même si le judaïsme a ses propres lois et ses propres façons de faire, elle avait quand même certaines lacunes que n'a pas l'islam. L'islam permet de tout englober, de tout gérer, jusqu'à qu'est-ce qu'on fait par exemple de la question homosexuelle. Il faut savoir que en fonction des madhab ou des akidas, on va vous farcir que non, c'est une religion de paix et passer d'un pilier à un autre. C'est absolument faux. La seule réponse qu'il y a à ce genre de questions selon l'islam, c'est la mort. Et la seule différence qu'on va avoir entre les musulmans, c'est comment on gère le fait de tuer un homosexuel. Est-ce qu'on veut de ça, même si on n'est pas forcément en faveur de l'homosexualité, des mariages homosexuels, est-ce qu'on veut voir nos compatriotes se faire tuer par n'importe qui sous prétexte qu'ils ont telle ou telle pensée différente de la nôtre? Non, absolument pas. On peut très bien être en désaccord sur des façons de vivre, sur des façons de penser, des façons d'agir, mais pas au point de les massacrer, comme le font les musulmans. Donc non, encore une fois, l'islam n'a pas sa place même dans la République. Déjà que la République n'a pas sa place en France. Personnellement, messieurs, moi je crois qu'il faut attaquer l'islam euh, en ce qu'elle est un corps étranger à la France et à l'Europe, mais pas en tant que religion à proprement parler. Pensons en termes politiques, s'en prendre uniquement à l'islam comme certains le font, je ne vais pas citer de nom, et pas plus largement à l'immigration, est un non-sens, selon moi, un non-sens politique, et qui va nous amener dans une voie de garage, où in fine, le pire, c'est que certains d'entre nous, du coup, vont se retrouver quelque part côte à côte avec les républicains laïcards. Désolé pour le pléonasme. Je pense que je ne vais pas parler de la question de l'islam de France, mes camarades ont bien exprimé leur position. Moi, ce que je veux aborder comme sujet, c'est quelque chose qui a fait polémique justement ces dernières semaines, c'est la mort de Samuel Paty. Je dirais même plus le suicide de Samuel Paty, parce que changer mon esprit, mais quand on montre des caricatures du prophète à poil devant une classe de musulmans et qu'on se fait couper la tête, après, voilà, faut assumer ses responsabilités et puis on assume. Moi, j'ai déjà eu ces derniers jours des personnes qui me disaient mais non, la République est apte à contrecarrer l'islam en France. Et j'ai 2 exemples à répondre. Premier exemple, je viens de sortir d'une semaine de stage au lycée, stage d'observation auprès de professeurs d'histoire-géographie et d'éducation morale et civique. Et jeudi matin, pendant 1 heure, on a eu un cercle de réflexion avec les élèves autour de la mort de Samuel Paty. Et Dieu sait qu'une heure de morale républicaine, quand on est nationaliste, j'avais envie de me tirer une balle. On a invoqué la liberté d'expression pour contrecarrer l'islam, que la caricature était une valeur de la République, enfin, tous ces conneries du genre. Et on a foutu ça dans le crâne des élèves. Deuxième exemple, je m'étais rendu à l'hommage rendu par le maire d'Arras à Samuel Paty il y a juste avant le reconfinement, il avait invité plusieurs personnes à parler au micro sur la Grand Place, dont le président de la Fédération des droits de l'homme, véritable lobby d'extrême gauche. Ce dernier avait rappelé que justement il faut rester unis face à la menace, il faut rester solidaire. Et moi, je me suis tout de suite dit que plus on appelle à l'unité, plus on appelle au rassemblement, et ben plus une société est divisée et plus elle a de chance de le rester comme ça. Alors la République qui va apporter la solution à partir du moment où elle est le problème, ça me paraît dément. Ça me fait plaisir que, dans un certain sens, que tu parles de Samuel Paty, Robin, parce que je voulais aussi l'évoquer.
Parce qu'en fait, Samuel Paty et 2 semaines plus tard, les égorgements et décapitations à Nice sont des marqueurs en fait d'une guerre que l'islam a déclarée à la France. Et qu'est-ce qui a permis à cette guerre de s'introduire chez nous? Bien, c'est la République, selon moi. En bon maurassien, je pense que la République, c'est le règne de l'étranger au sens strict du terme, donc en termes de citoyenneté, de nationalité, mais aussi étranger aux intérêts des Français, étranger au sort de la nation. Moi, je pense que l'islam est étrangère à la France et étrangère aux Français. Preuve en est, c'est que dans l'histoire, la dernière fois que les musulmans sont venus nous taper à notre porte, on les a ramenés à la maison avec les remerciements du chef. Donc moi, je pense que pour le bien des Français, il faut arrêter de tendre la joue, il faut arrêter de tendre le cou et de se faire décapiter et de nommer l'ennemi. Moi, je pense que l'islam est un ennemi et historiquement, quand la France avait des ennemis, elle... Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qui vise les musulmans. Est-ce qu'ils visent la République? Est-ce qu'ils visent des Samuel Paty, professeurs de gauche laïcard? Est-ce qu'ils visent des chrétiens ou en tout cas des non-musulmans? Personnellement, je pense vraiment qu'ils visent les chrétiens en Europe, parce que leur vision est que l'Europe est chrétienne, ce qui devrait être la nôtre également, mais qu'on essaye d'oublier. Bien entendu, ce qui est pire aux yeux de l'islam qu'un croyant d'une autre religion, en tout cas d'une autre religion abrahamique, c'est quelqu'un de laïque, quelqu'un d'incroyant. C'est vraiment pire. Donc, les Samuel Paty vont être les premiers exterminés. Les personnes qui sont à dire que ça soit Refugees Welcome ou c'est pas tout l'islam, sont les premiers qui vont se prendre le retour de bâton. Également, je pense pas que ça soit véritablement la République qui soit, qui soit en fait, enfin qui amène l'islam en France comme problème, mais l'islam en elle-même. La République n'étant qu'un accélérateur, une porte ouverte en fait, une faiblesse dans la muraille Europe, dans la citadelle Europe. Je citerai comme exemple le cas de l'Égypte et de sa conversion à l'islam. Donc l'Égypte, à l'origine, une fois christianisée, était plutôt copte, avec les différentes embrouilles théologiques entre chrétiens et coptes. On se retrouve en fait avec des groupes qui s'affrontent, notamment les Grecs qui vont être très présents en Égypte à cette époque-là, et les Coptes vont faire appel aux musulmans pour virer les chrétiens byzantins. Il en résulte qu'aujourd'hui, les Coptes sont une minorité et sont en fait les plus gros dhimmis de l'univers. Leur religion, tout est tourné vers la dhimmitude. Aujourd'hui, les musulmans font ce qu'ils veulent de l'Égypte, et je pense que certains, notamment communistes, je les accuserais de vouloir faire la même chose avec l'islam pour virer les restes de christianisme, les ruines fumantes du christianisme d'Europe. Et ça me semble assez dangereux. Donc je pense que les ennemis sont en premier lieu l'islam, bien entendu, la République également, puisque c'est une de nos plus grosses faiblesses. Enfin tout adversaire politique comme le communisme, les athées également, mais toute personne qui va être en faveur d'un islam de France sont des personnes en fait qui nous plongent dans les affres d'une guerre qui sera perdue d'avance face à l'islam. Oui, pour ajuster ma position, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Basile. Il est évident que l'islam est un ennemi, pas tant d'ailleurs parce que nos élites, nos États l'ont désigné comme tel, loin de là. Les républicains sont à plat ventre devant l'islam, mais c'est plus l'islam qui nous désigne, nous, comme ennemis. Comme le disait Guillaume Fay. Là, j'invite les auditeurs à relire, parce que je pense que c'est un auteur qui n'a jamais été quelque part aussi actuel, c'est Carl Schmitt, sur sa notion d'ami-ennemi. Donc j'encourage vivement les auditeurs à lire la notion de politique de Carl Schmitt et tous ces autres bouquins. Qui veut prendre la suite, Robin ? Un effet de la démocratie, selon moi, qui est apparu au grand jour, c'était celui de l'abrutissement général et de la baisse de l'intelligence.
avec l'exemple très concret des caricatures. Autrefois, quand on voulait chasser l'islam, Antoine l'a rappelé, on allait foutre des haches dans des sarrasins à Poitiers, ou si on voulait, embêter le christianisme sous la République, Cambon en a parlé, on allait chasser du prêtre réfractaire. Mais aujourd'hui, on brandit des caricatures devant l'islam. Alors, tout le monde sait évidemment que c'est inefficace, mais pour moi, c'est symptomatique de l'idiocratie, dans le sens où, et il ne faut pas tomber dans ce piège-là, nous, nationalistes et on va dire héritiers de l'intelligence française, eh bien, la caricature, c'est quelque chose de vulgaire, c'est quelque chose de brut et de particulièrement idiot, et je pense que le fait que on brandisse justement les caricatures comme message politique, c'est révélateur justement du nivellement intellectuel que propose la démocratie, parce qu'en effet, le commun des mortels ne peut pas parler de théologie contre l'islam, ne peut pas disserter d'islam de France. Alors justement, une fois de plus, ce que propose la République aux Français, à savoir ces caricatures, c'est un piège pour l'esprit de la nation. J'ai vu malheureusement des gens tomber dans le panneau, par exemple sur les réseaux sociaux, en publiant justement des caricatures de Charlie Hebdo alors qu'ils sont nationalistes, et il ne faut pas tomber dans ce piège-là de la bêtise. Cambo, tu voulais embrayer? Ouais, je voulais rebondir sur cette espèce de dichotomie là qu'on était en train d'essayer d'établir entre République, islam, qui accélère quoi. Moi, j'aimerais souligner un truc que beaucoup de gens oublient, notamment dans le milieu nationaliste. En fait, on a tendance à voir l'islam actuellement comme une sorte de monstre un peu antédiluvien, des mœurs des Bédouins du 5e siècle. En fait, la vision comment l'islam, en tout cas, je parle de l'islam politique, mais de toute façon, l'islam étant politique, moi, je pense un peu comme Bonal, c'est-à-dire que c'est pas une religion qui est politique, c'est en fait toute chose est religieuse, par essence, dans son fondement et dans son influence. Notre vision qu'on a de la politique actuellement, elle est influencée par la théologie chrétienne, par le thomisme notamment. Chez les musulmans, c'est la même chose. Donc la vision qu'on a de l'islam politique, la politique islamique, hein, on met le mot à peu près comme on veut. En fait, le salafisme, ce mot qui est vraiment aux origines de tous les mots selon beaucoup, mais en fait c'est une vision qui a été énormément influencée par la Révolution française, par l'absolutisme idéaliste des Lumières, et c'est en fait une sorte d'animal à deux jambes qui a marché jusqu'à nous. En s'appuyant tantôt sur la soi-disant laïcité. Alors on a voulu mettre en avant l'islam des Lumières, hein, cette espèce de monstre. Là, pour le coup, c'est un monstre antédiluvien, hein, entre une sorte d'un croisement entre l'islam, l'absolutisme musulman et puis l'absolutisme des droits de l'homme. Mais le salafisme actuel, celui qui a fait des morts encore récemment à Nice ou dans l'affaire de Samuel Paty, c'est pas du tout une vision musulmane des origines, c'est une vision musulmane qui a su s'adapter tout simplement aux mutations de la société occidentale. Il faut savoir que l'un des fondateurs du salafisme, c'est Saïb Qutb, qui est égyptien. C'est bien d'ailleurs qu'on ait évoqué l'Égypte juste avant, parce que lui, pour le coup, les frères musulmans, à la base, ce sont pas du tout des intégristes du fin fond de l'Arabie Saoudite. C'est des lettrés, c'est des gens qui ont étudié la Révolution française. C'est des gens qui se sont inspirés, notamment Saïb Qutb, il avait écrit un de ses livres justement sur la justice sociale en islam. Et c'est là où, pour moi, justement, la République maçonnique, laïcarde, vous mettez tout ce que vous voulez comme adjectif derrière, c'est pas simplement un accélérateur. C'est là où je diverge un peu. C'est pas un accélérateur. C'est juste la même face une face différente, de la même pièce. On a eu notre absolutisme quasiment en fait pré-islamique qui a été la Révolution française, hein, parce que les décapitations de Samuel Paty, vous allez en Vendée en 93, c'est pas à l'échelle d'un prof, c'est à l'échelle de plusieurs centaines de milliers de personnes. Et pour moi, c'est pas une question d'accélération ou quoi, c'est juste que c'est un phénomène qui s'est établi sur deux jambes, et à partir de ces deux jambes, il est en train de marcher sur tout ce qu'on connaît. Donc, islam de France, non. Islam de la République, oui.
la République est complètement compatible avec l'islam, tout simplement parce que la République est compatible avec tout ce qui est contre l'héritage catholique en France. Mais de là à dire que la République accélère l'islam, non, tout simplement, l'islam en fait n'a besoin de rien pour être accéléré. Et la République, elle, entre guillemets, est parfaitement compatible avec une idéologie qui apporte ce qu'elle n'a plus elle-même dans son cœur, l'absolutisme, l'absolu, les droits de l'homme aujourd'hui, ça parle à plus personne. Donc aujourd'hui, on peut très bien être républicain et voir d'un bon œil l'islam, puisque ça permet tout simplement d'apporter un petit peu d'absolu, un petit peu de référence supérieure morale. Et puis, puisqu'on a complètement déchristianisé la France, pourquoi ne pas adopter, comme disait Descartes, des nouvelles références culturelles? Entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, Cambo. Et puis, ces mêmes frères musulmans qui ont d'ailleurs félicité Joe Biden pour sa victoire. Comme quoi, qui se ressemble, ça semble. Basile, un mot? Ben, effectivement, c'est sûr que j'ai peut-être été un peu vite en disant que la République était un accélérateur de l'islam, peut-être un peu maladroit dans ce que je voulais dire. Effectivement, l'islam n'a besoin de rien et de personne, c'est bien pour ça que je la place en premier plan en termes de menaces vis-à-vis de commentaires de certains des camarades ici présents, pointant du doigt en fait la République comme vecteur de l'islam en France et comme responsable de l'islam en France. Il faut pas déresponsabiliser l'islam. C'était simplement là mon propos. L'islam en elle-même fonctionne, la République est trop faible face à l'islam et elle s'assoit et elle s'allonge devant comme un tapis sur lequel les musulmans peuvent venir prier sans problème. Personnellement, même si le drapeau bleu-blanc-rouge n'est pas mon drapeau favori pour représenter la France, ça reste mon drapeau et ça me dérange qu'on puisse prier dessus le cul levé pour prier je ne sais quel faux dieu sous forme de lune ou non. Effectivement, l'islam est politique, comme le rappelle Cambo, le salafisme en particulier qui est assez récent. Il faut pas oublier non plus qu'il y a énormément de vecteurs géopolitiques avec l'islam. Il n'y a pas que les musulmans pour l'islam et pour la gloire d'Allah qui veulent voir la conquête de l'Europe. Il y a également en fait déjà les résurgences de l'Empire ottoman avec Erdogan, mais même de manière générale tous nos anciens ennemis et amis, soi-disant amis actuels du Moyen-Orient, qui veulent nous voir plonger depuis au moins un millénaire. Notamment le dernier en date, le plus actif en tout cas, c'est Erdogan, qui est dans une résurgence de détruire la Grèce et de remettre en place l'empire ottoman. Il a commencé d'ailleurs parce que je vois beaucoup de nationalistes qui se pignolent sur l'islam en disant enfin pseudo-nationalistes, que c'est une religion de guerriers ou je ne sais quoi, aujourd'hui que c'est une religion qui est traditionnelle. On a ce discours-là en France avec Égalité et Réconciliation, on a ce discours-là en Hongrie avec les nationalistes hongrois de Orban. Résultat, en Hongrie, les loups gris d'Erdogan sont parmi les deuxièmes forces politiques et culturelles. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir ce genre de point de vue en tant que nationaliste? Non, absolument pas. On peut respecter une culture et un peuple sans pour autant en devenir une petite pute de ce même peuple et de cette même culture au point de lui livrer nos femmes et notre pays. Ça tombe bien, profil que tu parles d'Erdogan, parce que je voulais un petit peu l'évoquer aussi. Il a quand même fait l'actualité en même temps que les attentats, donc il est passé à la trappe. Il n'empêche que ça reste une personne extrêmement importante et qui a énormément d'influence sur l'Europe actuelle. Et en plus, j'ai fini il n'y a pas longtemps le Camp des Saints. Je me suis remis dans la lecture du Camp des Saints de Jean Raspail. Et donc le déferlement migratoire auquel on fait face m'a forcément fait penser à celui qu'organise Erdogan, parce que c'est ce que fait Erdogan. Et en fait, ce néo-calife musulman d'Erdogan a très bien compris les défaillances de notre système laïque et électoraliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit en Allemagne ou en France,
Et on l'a très bien vu en Allemagne parce qu'elle ne nous a pas soutenus face à la Turquie contre la Grèce, parce qu'il y a une très forte communauté turque. Eh bien, c'est que nos systèmes sont faibles parce que à la fois, ils essayent de contenter les populations invasives qui, de fait, vont voter pour les traîtres à la vraie France. J'entends par là que ce soit l'UMP, le PS ou tous les autres partis politiques. Hein, c'est globalement toute la même chienlit. Et de l'autre côté, eh bien, c'est des gens qui détestent ce système-là. Donc forcément, on est dans une dualité qui est littéralement irrésolvable et qui ne peut nous amener que dans le mur. Moi, ce que je pense, c'est qu'Erdogan nous emmène tout droit vers un choc des civilisations. Pour reprendre la thèse de Huntington, on va tout droit vers le choc des civilisations, peut-être même vers l'Orient contre l'Occident, dont l'islam serait le nouveau paravent. Voilà, ce serait la nouvelle arme. La nouvelle arme de l'Orient contre l'Occident, c'est l'islam. Et il faut avouer que cet islam-là a tissé un très bon réseau dans l'Occident, et notamment en France. Il s'agirait de désherber un petit peu. Oui, entièrement d'accord avec toi, Antoine. En fait, au-delà de la question de l'islam, je pense que justement, c'est la Turquie, c'est Erdogan qui est le principal vecteur à la tête de proue de cet islam militant et conquérant. Ça, c'est une certitude. C'est évident que le Moyen-Orient, les pays arabes, il faut quand même le dire. Alors, certains régimes sont laïques, d'autres sont évidemment très, très, très religieux, très croyants, disons. Mais la Turquie a un rôle particulier, un rôle séculaire, un rôle millénaire dans les invasions européennes. Donc, au-delà, je pense, de l'islam, vous allez me dire que c'est peut-être qu'une question de termes, de mots qui peuvent être interchangeables, mais pour moi, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Je pense que le danger numéro un, au-delà de l'islam, c'est évidemment la Turquie. Ben, encore une fois, c'est comme avec la République, effectivement, et je suis le premier à dire, en grand amoureux d'une basilique Sainte-Sophie chrétienne, effectivement, la Turquie est un problème, mais c'est pas la même chose. On a quand même, d'un côté l'islam et d'un côté la Turquie. Bien entendu, les intérêts sont concordants entre ces deux éléments problématiques, mais pour autant, on est tout de même sur deux choses assez différentes. En cela que la Turquie a pour but uniquement la conquête de l'Europe. Conquête menée aujourd'hui avec comme chef un ancien vendeur de pastèques, ce qui est quand même assez cocasse. On est bien loin de la gloire de l'Empire ottoman, mais l'islam reste quand même un problème prioritaire en termes de religion, de gestion de la religion, qui n'est pas à confondre avec un problème de géopolitique et de véhémence de l'État turc actuel. Ce qui est problématique par contre, c'est également l'immigration qui a permis à un grand nombre de Turcs de vivre en France et qui aujourd'hui sont amenés à l'appel à la criée du vendeur de pastèques à venir massacrer les chrétiens de France, comme on a pu le voir à Lyon avec les ratonnades d'Arméniens. Chose qui est quand même assez cocasse. Puis s'en est suivi effectivement la République a dissous les loups gris d'Erdogan en France, sauf que c'est quelque chose qui n'existe pas officiellement, donc qui ne peut pas être dissous par essence. Encore une fois, la République qui agite les bras, mais qui ne fait pas grand-chose et qui n'est d'aucune aide pour défendre. Alors ouais, effectivement, le fameux Recep Tayyip Erdogan, hein, qui a quand même commencé assez fort sa carrière en étant joueur de football semi-professionnel avant de quitter pour d'autres sphères, un vendeur de pastèques et puis ensuite nouveau calife des armées musulmanes de l'Est. Moi personnellement, ce gars-là, entre guillemets, il m'a pas forcément changé de vision. On s'aperçoit qu'en fait, de toute manière, c'est toujours la République qui fait payer à la France, enfin en tout cas la République qui croise le fer et c'est la France qui prend les stocks, comme on pourrait dire, puisque en fait, ça a permis juste, cette affaire a juste permis de mettre en avant, à rappeler certaines communautés qu'on avait un peu oubliées hein, dans le panégyrique de
de l'immigration massive et du séparatisme, puisque il n'y a pas qu'en Allemagne où les Turcs sont une communauté assez importante pour constituer à eux seuls des milices. Hein. Je rappelle qu'à Lyon notamment, big up à nos amis lyonnais, parmi les fers de lance des milieux d'extrême gauche, violents, hein, antifascistes, vous avez des Turcs. Dans beaucoup de villes, à Orléans je pense aussi, les Turcs constituent des milices. Alors c'est toujours marrant de voir des Turcs qui sont sans doute hyper nationalistes et pro-Erdogan dans leur pays. Hein. Erdogan a quand même fait une pièce de théâtre dans les années 80 pour dénoncer les grands périls de la Turquie selon lui, qui sont, je cite pêle-mêle, Mascomia, donc les maçons, les communistes et les Yahoudis, donc les juifs. Donc on est loin de la ligne Terzic, Clément Méric et consorts. Donc pour moi en fait, ça a juste permis de se rappeler qu'effectivement il n'y a pas que les Maghrébins qui foutent le bordel en France, donc Conversano dirait les Arabes. Il y a aussi les Turcs qui ne sont certes pas des Arabes, qui sont pourtant des musulmans. Alors un islam avec ses propres règles du jeu. Mais pour moi, voilà, aujourd'hui le Bosphore est toujours un champ de bataille. Et personnellement, ce grand guignol me fait pas peur. Mais par contre, en revanche, l'influence qu'il peut avoir et qu'il rêve d'avoir dans le monde musulman, notamment dans le Levant et jusqu'en Indonésie, où la Turquie a encore beaucoup d'influence parce que c'était une partie de l'Indonésie était anciennement turque, ottomane. Moi, ça me fait peur. C'est plutôt ça qui me fait peur, que vraiment le personnage en soi qui semble être sorti plutôt des guignols de l'info. Oui, parfaitement. Erdogan, bon, c'est anecdotique, il sera amené à partir, mais en fait, il va laisser un héritage qui, lui, pour le coup, est très dangereux. Et on voit très bien que ce rôle-là de la Turquie, enfin, qu'a pris la Turquie de leader du monde musulman et une sorte de pan-musulmanisme, pan-islam, excusez-moi pour les barbarismes, mais c'est que comme ça qu'on peut les appeler, est très dangereux. Il y a qu'à voir tous les pays qui ont suivi la Turquie pour boycotter la France. Le Koweït, tous ces pays-là ont suivi. Bon, c'était pas une grande surprise. En revanche, où là, c'était une grande surprise et on peut se demander, qu'est-ce que ça peut impliquer en France. C'est pourquoi l'Algérie a soutenu la Turquie, pourquoi le Maroc a soutenu la Turquie. Et ça amène une autre question. Qui sont nos alliés aujourd'hui? Et quelle diplomatie, quelle géopolitique mène la France aujourd'hui? Aujourd'hui, la France, elle est esseulée. Elle n'est même pas aidée par l'Union européenne, puisque l'Union européenne n'a fait que demander à la France de se calmer, d'essayer de calmer la Turquie, alors que les bateaux turcs avaient visé et avaient mis en joue nos bâtiments de guerre. Faut rappeler à la Turquie quand même qu'on possède la bombe atomique. Donc, si on veut raser leur pays, on le fait. Erdogan a beau avoir des drones, il faut quand même qu'il se calme. C'est effectivement la 11e puissance militaire mondiale. Il ne faut pas non plus qu'il fasse trop le malin. On peut lui rappeler les pentes et ça le fera un petit peu moins rigoler. Donc effectivement, la Turquie est une menace au niveau d'un côté parce qu'elle fait infiltrer, elle diffuse le poison islamique en France, et de l'autre, à l'international, parce qu'elle joue son rôle de leader de l'islam politique. Et je voudrais juste rajouter quelque chose. Effectivement, le pente, on n'était pas là les Français, mais c'était l'Europe. Je pense qu'il y a un destin commun aujourd'hui qui joue au niveau des Européens. La France en premier, bien sûr, mais la France sans l'Europe, on ne tiendra pas longtemps aujourd'hui. Alors déjà, en fait, le barbarisme, pan-islamisme ou pan-islam ne sert à rien puisque l'islam est en soi une nation. Donc c'est vraiment dans cette logique-là que les Koweït, Maroc et compères ont réagi de pair avec la Turquie. Ce qui est à déplorer, c'est l'absence de réaction de la France vis-à-vis de ces boycotts de la part de ces pays. Elle s'y prompte à venir boycotter nos frères européens pour tout et n'importe quoi, notamment pour suivre les protestants
américain. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu un appel au boycott des produits turcs qui sont quand même assez présents, puisqu'on a même dernièrement le rachat par une société turque des entreprises françaises et nantaises de biscuiterie, donc BN et d'autres produits européens. Ça, c'est vraiment à déplorer en fait le manque de réaction de la part de la France, alors qu'on a un Macron qui va tweeter facilement face à Erdogan. On aurait pu espérer un petit peu d'action en plus de la parole. Pour une fois que Macron ne se met pas à genoux devant tout le monde, s'ensuit absolument aucune action, aucune réaction face à la Turquie. Est-ce que on n'a pas également des freins qui nous empêchent d'agir face à la Turquie? Donc c'est pas tellement nos alliés, la question sur qui sont nos alliés, etc. Je la poserai pas tellement sur qui sont nos alliés parmi les pays musulmans, puisque leur première alliance, leur premier serment de fidélité va envers l'islam, et c'est tout à fait logique et légitime. Je poserai plutôt la question de qui sont nos alliés dans le monde chrétien. Aujourd'hui, nos alliés, ce serait plutôt les Grecs, ce serait plutôt les Polonais, ce serait plutôt certains pays comme cela qui seraient prompts à réagir, mais absolument pas d'autres pays qui nous empêchent d'agir, comme l'Allemagne, par exemple, totalement islamisée et turquisée. Là, je fais un barbarisme là-dessus, mais le mot turc est déjà barbare en soi. L'Allemagne va forcément nous mettre des bâtons dans les roues sur notre gestion de crise diplomatique avec la Turquie et d'autres pays chrétiens qui pourraient nous aider, qui seraient contre la Turquie, ne le feront pas parce qu'elles ont des intérêts qui divergent également de la France, dû à une politique contre eux, je pense notamment à la Russie, dû à une politique contre eux assez agressive depuis les années 90 et même avant. En vient en fait la question, est-ce que l'Europe, oui, mais quelle Europe? Est-ce que on veut une Europe des nations qui est naturelle et légitime et qui va combattre ensemble avec les Grecs contre les Turcs, ou est-ce qu'on veut une Union européenne qui nous pousse les uns les autres l'un contre l'autre et qui nous empêche in fine, dans des situations comme celle-ci, des crises civilisationnelles, qui nous empêche de nous unir par égaux entre nous? C'est plutôt ces questions-là en fait que je mettrais. Alors, moi, je voulais souligner un truc. Moi, je pense que la Turquie, comment je pourrais dire ça? C'est le Kasparov absolu de l'histoire et du mémoricide. La Turquie, c'est quand même l'État, enfin, ex-empire ottoman, qui a cristallisé à elle seule peut-être 90% des tensions et des résistances européennes. Donc, si on peut bien parler d'antagonisme, on parle souvent de l'islam à l'Andalous, etc. Mais l'Empire ottoman, à partir du moment où, en gros, le califat abbasside tombe, tous les Turcs, hein, les peuplades turques, c'est l'ennemi numéro 1 de l'Europe. Et aujourd'hui, c'est un État qui est en passe d'avoir fait oublier tous ses crimes. Alors, on nous rabâche le génocide arménien qui a existé, hein, mais c'est juste, heureusement qu'on a encore une communauté arménienne forte en France, avec quelqu'un comme Aznavour, paix à son âme, qui a défendu ça jusqu'au bout, mais on parle pas, quasiment pas, des grandes batailles. On parle plus évidemment à l'école des grandes batailles de Lépante et j'en passe, même si effectivement les Français n'y étaient pas. On parle plus du siège de Vienne qui a réussi à fédérer les Polonais, les Autrichiens, enfin des peuples qui jusqu'avant étaient en guerre depuis des centaines d'années. Et aujourd'hui, Erdogan, il est en passe de tout simplement de faire oublier que sur le dossier palestinien, il a toujours été entre deux eaux, comme toute la Turquie, l'adhésion à l'OTAN, l'opposition à la Russie, et ce que n'a pas réussi à faire le Japon, qui traîne encore son boulet impérialiste depuis 90 ans, et ben c'est la Russie, la Turquie, pardon, et réussi à le faire. Et donc c'est quand même un chapeau bas qu'il faut quand même tirer à la Turquie et Erdogan, c'est que malgré tous les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité que ce pays a fait, et avant lui ses ancêtres, aujourd'hui on retient encore la Turquie limite comme un allié du bien face à la méchante Russie et face à la Syrie. Et moi, le seule chose bien que je vois dans cette histoire, c'est que peut-être que ça va réussir enfin à désolidariser les Kurdes
de l'axe du bien et d'abandonner enfin leurs alliés gauchistes qui ne les aideront jamais et qui, au contraire, mis à part leur envoyer quelques punks à chiens en armure, ils n'arrivent tout simplement pas à soutenir. Et encore une fois, je vous renvoie à la schizophrénie dans certaines villes de France où vous avez des Turcs qui tapent sur des Kurdes en aider des antifas. Allez messieurs, il nous reste plus beaucoup de temps. On va faire un dernier tour de table. Cambo. Et je terminerai par une citation, et puis je ne sais pas si des auditeurs trouveront l'homme qui l'a cité. Je pense que vous serez surpris de qui parlait comme ça et quand il parlait. Homme de mon pays, vous sentez donc le besoin de conserver la mémoire de forfaits qui effacent tous ceux que l'histoire de toutes les barbaries a transmis jusqu'à vous. Ces forfaits, après avoir occupé votre indignation, absorbé toute votre attention, tenu votre âme effrayée et dans la crispation de la douleur, pendant les derniers jours de l'incomparable bourreau qui s'en est souillé, perpétuent dans vos esprits leur impression après sa mort. Ô mes contemporains, cette pâture épouvantable pourra-t-elle vous procurer en définitif quelques résultats utiles? La citation, elle est de Gracchus Babeuf en 1795 dans son essai sur le populicide en Vendée, comme quoi on s'aperçoit que rien ne change sous le soleil républicain. À moi donc de prendre la parole et de finir aussi avec une citation. J'aime beaucoup finir avec des citations, que ce soit quand je parle ou quand j'écris. Et c'est une citation qui s'applique à tous les sujets que l'on a évoqués, parce que nous sommes aujourd'hui dans une bataille, dans un rapport de force qui nous oppose à nos ennemis. Alors il ne faut pas baisser les bras, et c'est Antoine de Saint-Exupéry. Ça nous vient de notre cher Antoine de Saint-Exupéry, que j'aime beaucoup. J'ai relu Le Petit Prince il n'y a pas longtemps. C'est fou d'ailleurs comment on le comprend différemment quand on est un adulte. Et il s'exprime ainsi: les échecs fortifient les forts, alors soyez fortifiés ou vous mourrez. C'est beau, c'est la France. Basile. Pour ma part, en fait, je citerai un livre qui s'appelle L'Islam populaire. En tout cas, je parlerai d'un livre qui s'appelle L'Islam populaire chez les Tatars chrétiens orthodoxes au XIXe siècle, de Agnès Kefeli-Clay, qui nous explique qu'en fait, suite à la prise de Kazan en 1552, l'État russe et l'Église orthodoxe a imposé en fait un veto sur des restrictions sur le prosélytisme islamique, de sorte à arracher les Tatars à l'islam et à faire en fait d'une certaine manière déjà les convertir au christianisme, bien entendu, mais également en fait pour ceux qui resteraient musulmans, qui seraient anecdotiques et sur le côté, en faire en fait un espèce d'islam compatible. En tout cas, faire en sorte que ces gens se tiennent à carreau. Ça n'a pas fonctionné, notamment les Tatars, leur politique a été de laisser les personnes qui sont devenues chrétiennes et qui étaient mises en place par l'État russe comme officielles, et à côté à continuer à islamiser en fait les différents animistes qui existaient et à continuer à faire perdurer l'islam. Est-ce qu'on peut donc encore faire confiance, au vu de l'histoire, à un islam, peu importe sa forme, peu importe comment on l'appelle, islam de France, islamisme, tout ce que vous voulez, salafisme, chiisme? Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à l'islam, sachant que il n'a que l'apparence d'un serpent qui viendrait nous plonger dans la nuit, comme le signale également la lune qui est dressée sur tout leur lieu de culte. Ouais, donc je voulais terminer sur une citation que je trouve particulièrement intéressante pour savoir justement qu'est-ce que la République peut répondre, et qu'est-ce que nos députés peuvent répondre dans les actes comme dans les paroles à l'islam. Rien, parce que par leur essence même, un député ne pourra pas plus faire que nous, au même titre qu'un prof ne pourra pas plus défendre nos valeurs actuellement que nous-mêmes. Et donc cette citation, c'est tout simplement Gracchus Babeuf en 1795 qui disait aux députés de l'Assemblée: non, mon délégué n'est point en état de faire plus de miracles que moi. Je n'ai pas eu pouvoir, en le décorant de sa dignité, de lui infuser la sapience infinie. Il reste homme comme il l'était avant. Il fera autant de fautes que les autres hommes, et peut-être encore plus, parce que l'éclatante puissance dont je l'ai investi inopinément l'éblouira. Gracchus Babeuf, du système de dépopulation en Vendée, 1794.
On n'avait pas préparé de citation, mais j'ai réussi quand même à en faire une qui indique la marche à suivre que nous devons prendre. Elle est de Dominique Vénère, que je viens de commencer à lire dans son Histoire des Européens. Notre monde ne sera pas sauvé par des savants aveugles et des érudits blasés. Il sera sauvé par des poètes et des combattants, parce qu'ils auront forgé l'épée magique dont parlait Ernst Junger, l'épée spirituelle qui fait pâlir les monstres des tyrans. Notre monde sera sauvé par les veilleurs postés aux frontières du royaume et du temps. Messieurs, il est l'heure de conclure cette émission. Merci à vous. Vos lames étaient bien aiguisées ce soir, vos propos particulièrement incisifs. C'est évidemment l'esprit de cette web radio, la lutte contre les tièdes, les mous, les corrompus et les vendus. Pour terminer sur le sujet de l'islam et plus globalement des mouvements nationalistes et des accointances entre, disons, ces deux mondes, je vous conseille également de lire le livre de Philippe Bayet qui s'intitule « L'autre tiers-mondisme, des origines à l'islamisme radical ». Philippe Bayet, ancien militant NR et traditionnaliste révolutionnaire, et principal traducteur de l'œuvre de Julius Evola en français. Si vous avez lu des livres de Julius Evola en français, c'est lui qui a fait la traduction. Et dans ce livre, il nous fait une critique radicale, mais une autocritique même, puisqu'il a eu des positions au début, disons, tiers-mondistes et assez islamophiles. Critique radicale de nos milieux, des milieux nationalistes, des milieux NR et d'autres. Donc lisez ce livre, il est selon moi d'autant plus d'actualité aujourd'hui. En guise de conclusion, et il faut bien le préciser car je vois déjà certaines critiques qui pourraient advenir, notre position reste inchangée, nous ne favorisons aucun lobby, aucune coterie que ce soit au détriment d'une autre. Seul le renouveau de la France et de notre civilisation tout entière nous importe. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous et à la prochaine.